Tu as volé son avenir. Ont crié mes parents au tribunal, juste parce que j'ai acheté ma propre maison à 21 ans, sans un seul sou de leur part. Je m'appelle Anna Gewer, j'ai 21 ans. Et le jour où mes parents m'ont poursuivi en justice pour avoir acheté ma propre maison a été le jour où j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment eu de famille. Seulement des attentes auxquelles j'étais censé répondre. Je venais de rentrer de la quincaillerie, les mains encore couvertes de poussière à cause du travail sur les cloisons sèches, quand tout a changé. La maison n'était pas encore parfaite. Elle était toujours en travaux. Mais elle était à moi. Chaque mur, chaque égratignure, chaque amélioration provenait d'années d'économie, de planification et du refus de dépendre de qui que ce soit. 6 mois plus tôt, j'avais signé les papiers moi-même. Pas de co-signataire, pas d'aide, pas de filet de sécurité, juste moi. J'ai posé le sac près de la porte quand j'ai entendu des pas derrière moi. Anna Gewer ? Je me suis retourné. Un homme en costume se tenait sur mon porche, l'expression neutre, presque ennuyée. Oui. Il m'a tendu une enveloppe. Vous êtes assigné. Juste comme ça. Pas d'explication, pas d'hésitation. Il s'est éloigné comme s'il ne venait pas de faire exploser quelque chose au milieu de ma vie. Je suis resté là, tenant l'enveloppe, mes doigts se resserrant sur les bords, comme si cela allait d'une manière ou d'une autre rendre la chose moins réelle. Elle avait l'air officielle, lourde, importante, dangereuse. Je l'ai ouverte lentement et ensuite j'ai lu. Et puis je l'ai relue. Et ensuite je l'ai lu une 3e fois parce que mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Patricia et Daniel Weir contre Anna Gewer. Mes parents. Mes propres parents me poursuivaient en justice. Les mots se sont d'abord brouillés, puis ils sont devenus nets pour former quelque chose de presque surréaliste. Enrichissement injustifié, fraude, manquement au devoir familial, ingérence dans une opportunité économique. J'ai relâché un souffle que je ne réalisais pas retenir. Traduit, cela signifiait quelque chose d'encore plus absurde. Ils me poursuivaient pour avoir réussi. Ils prétendaient que j'avais saboté ma sœur aînée, que j'avais pris des opportunités qui auraient dû être les siennes, que la maison que j'avais achetée avec mon propre argent lui appartenait. Je me suis assise lentement sur les marches du porche, le papier toujours entre les mains, mon esprit essayant de rattraper la réalité. Mon téléphone a commencé à sonner. Bien sûr qu'il sonnait. Maman, j'ai répondu. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé, la voix déjà tendue. Sa réponse est venue instantanément, tranchante et sur la défensive. Ne t'avise pas de me parler sur ce ton. Tu nous as laissé aucun choix. Aucun choix. Les mots ont résonné étrangement. Tu as été égoïste, elle a continué. Cruel envers ta sœur. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. Égoïste, j'ai dit. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études universitaires pendant que vous payiez pour son école privée. J'ai pu entendre du mouvement à l'autre bout. Puis la voix de mon père. Anna, écoute attentivement. Cela va se produire. Soit tu trouves un arrangement, soit nous allons au tribunal. Un arrangement pourquoi, j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai fait exactement ? Tu sais exactement ce que tu as fait, il a rétorqué. Tu as construit ta petite entreprise en utilisant les relations familiales. J'ai regardé fixement mon allée. Des relations ? J'ai répété. Nous sommes de la classe moyenne. Quelle relation ? Tu as saboté ta sœur, il a dit, la voix montant. Chaque fois qu'elle a essayé de construire quelque chose, tu l'as sapé. J'ai proposé de l'aider, j'ai dit, la voix maintenant assurée. J'ai proposé de lui apprendre à planifier. Elle m'a dit que je voyais trop petit. Ma mère est intervenue à nouveau. Tu as volé son avenir, Anna. C'était là. La véritable accusation. Cette maison devrait être la sienne, elle a continué. Cette vie devrait être la sienne. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma sœur. Tranchante, émotive. C'est ma maison, elle a crié. Elle a volé ma vie. J'ai fermé les yeux. Elle avait 25 ans, vivait chez nos parents. Et d'une certaine manière, ma vie était la sienne. Je n'ai rien volé, j'ai dit doucement. Je l'ai construite. Avec l'aide de la famille, elle a rétorqué. Grand-mère t'a donné de l'argent.
Grand-mère est décédée il y a 6 ans, j'ai dit. Elle nous a laissé à toutes les deux la même chose. 2000 $. Menteuse, elle a riposté. Tu as eu plus. C'était obligé. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Pas de la colère. Pas encore. De la clarté. J'en ai terminé avec cette conversation, j'ai dit. Tu auras des nouvelles de notre avocat, a averti mon père. Je serai prête. Tu as une dette envers cette famille. Non, j'ai dit, la voix ferme à présent. Je ne vous dois rien. Il y a eu un silence. Puis un clic, ils ont raccroché. Je suis restée assise là pendant un long moment après cela, le soleil descendant lentement, le papier toujours à la main, et pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'essayer de les comprendre. Au lieu de cela, j'ai commencé à me préparer à les combattre. Si quelqu'un m'avait demandé ce matin-là si je croyais que mes parents étaient capables de m'attaquer en justice pour ma propre maison, j'aurais probablement ri. Non pas parce qu'ils étaient de bonnes personnes, non pas parce qu'ils avaient toujours été justes, mais parce que même pour eux, cela semblait fou. Mais là encore, si j'étais honnête, ce procès n'était pas apparu de nulle part. Il se préparait depuis des années, silencieusement, de manière prévisible, comme une fissure dans le verre qui continue de s'étendre longtemps après le premier impact. J'ai appelé mon meilleur ami Marcus ce soir-là parce que j'avais besoin d'entendre une voix sensée avant de perdre la tête. Mes parents me poursuivent pour 250 000 $, j'ai dit dès qu'il a répondu. Il y a eu une pause. Et ensuite, je lui ai tout raconté. Les papiers, les accusations, la partie où il voulait que ma maison soit transférée à ma sœur en guise de restitution pour les opportunités que j'avais soi-disant volées. C'est déséquilibré, il a dit d'un ton neutre. Est-ce qu'ils ont seulement le droit de faire ça? Ils peuvent déposer plainte, j'ai dit. Gagner est une autre question. C'est à propos de ta sœur, n'est-ce pas? Bien sûr que ça l'était. Cela avait toujours été à propos d'elle. Ma sœur aînée, Claire, était le genre de personne que mes parents décrivaient comme pleine de potentiel. Peu importe combien de fois elle fonçait dans le même mur, elle était émotive, agitée, poursuivant toujours une nouvelle version du succès qui ne durait jamais assez longtemps pour devenir réel. Et dans notre maison, cela n'était pas traité comme de l'irresponsabilité. C'était traité comme du génie que le monde ne cessait de ne pas reconnaître. J'étais l'opposé. J'étais celle qui s'adaptait. Celle qui comprenait les choses. Celle à qui l'on disait non et qui en faisait d'une manière ou d'une autre un plan. J'avais 14 ans quand j'ai compris pour la première fois à quel point nous étions élevés différemment. J'avais besoin de 20 $ pour un club de robotique à l'école. Rien de dramatique, juste des frais d'inscription. Papa m'a regardé par-dessus le journal et a dit, « L'argent ne pousse pas sur les arbres, Anna. Si tu le veux, gagne-le. » La même semaine, Claire a reçu 500 $ pour un camp d'entrepreneuriat auquel elle avait supplié d'assister pendant 3 jours avant de perdre tout intérêt. Elle est rentrée à la maison avec un sac en toile, un carnet qu'elle n'a jamais ouvert et un discours affirmant qu'elle était destinée à construire quelque chose de grand. J'ai commencé à tondre des pelouses ce samedi-là. À la fin de l'été, j'avais économisé 800 $. Claire avait dépensé ses 500 $ en plats à emporter, en vêtements et en objets inutiles achetés au centre commercial. Personne n'a qualifié cela d'irresponsable. Ils appelaient cela de l'énergie juvénile. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont donné un vélo d'occasion qu'ils avaient trouvé sur Craigslist. Je les ai remerciés comme si c'était le meilleur cadeau du monde parce qu'à ce stade, la gratitude était devenue une compétence de survie. 2 mois plus tard, Claire a eu 16 ans. Ils lui ont acheté une voiture neuve. Pas une voiture raisonnable, ni quelque chose de pratique. Une voiture brillante et chère dont il prétendait qu'elle avait besoin pour de futures opportunités. Elle ne l'a jamais utilisée pour autre chose que pour aller à des fêtes et se pavaner sur les parkings de l'école. Elle l'a détruite avant l'obtention de son diplôme. Ils lui en ont acheté une autre. J'ai continué à faire du vélo jusqu'à mes 18 ans et j'ai acheté ma propre vieille Civic avec l'argent que j'avais économisé en donnant des cours particuliers et en réparant des ordinateurs. C'était le rythme de notre famille. Claire avait des besoins. Je me débrouillais. Claire rêvait. Je travaillais. Claire échouait. On attendait de moi que je ne le remarque pas. L'université a empiré les choses. Claire a été acceptée dans un programme commercial privé que mes parents pouvaient à peine se permettre.
Et d'une certaine manière, cela ne les a rendus que plus fiers. Ils lui ont organisé une immense fête, avec un traiteur, des décorations, des discours sur son avenir brillant. Je me souviens encore d'être resté dans le coin avec une assiette en carton, écoutant les proches louer son ambition, comme si l'ambition seule était un accomplissement. 1 an plus tard, j'ai obtenu une bourse universitaire complète pour une université d'État. Frais de scolarité couverts, logement couvert, livres en grande partie couverts. Je l'ai dit à mes parents pendant le dîner. Papa a hoché la tête une fois et a dit « c'est bien ». Maman m'a envoyé un message le lendemain. « Félicitations, ma chérie ». C'était tout. Pas de dîner, pas de célébration, pas de discours. Juste l'hypothèse silencieuse que, bien sûr, j'avais trouvé une solution. Bien sûr, je n'avais besoin de rien. Bien sûr, je continuerai à me porter toute seule. Et je l'ai fait. J'ai cumulé 3 emplois à l'université, du support informatique sur le campus, des cours particuliers le soir, de la conception de sites web en freelance le week-end. Je dormais moins que je ne l'aurais dû, je mangeais mal, je comptais chaque dollar, j'ai obtenu mon diplôme avec une excellente moyenne, des économies à la banque et aucune dette. Claire a obtenu son diplôme avec des prêts, des excuses et la même confiance éclatante qui, d'une manière ou d'une autre, survivait toujours à l'échec. Quand elle est retournée vivre chez nos parents, ils ont dit que le marché du travail était brutal. Quand elle a brûlé son argent, ils ont dit que l'entrepreneuriat exigeait de prendre des risques. Quand elle a échoué, ils ont traité cela comme la preuve que le monde l'avait laissé tomber en premier. Au moment où j'ai eu 20 ans et que je construisais tranquillement ma propre entreprise la nuit, j'avais déjà compris quelque chose que j'avais passé des années à essayer de ne pas dire à voix haute. Mes parents ne nous aimaient pas différemment. Ils croyaient en nous différemment. Claire était la fille dans laquelle ils investissaient. J'étais la fille dont ils attendaient qu'elle survive sans investissement. Alors, quand j'ai baissé les yeux sur ces documents judiciaires cette nuit-là, le véritable choc n'était pas qu'ils essayaient de me prendre quelque chose. C'était qu'ils avaient enfin arrêté de faire semblant qu'ils ne le feraient pas. Au moment où j'ai eu 20 ans, j'avais arrêté d'attendre que quiconque remarque ce que je construisais. Non par amertume, mais par habitude. J'ai lancé mon entreprise discrètement. Pas d'annonce, pas de grands moments, juste des recherches, des essais et des erreurs, et la volonté d'échouer en privé jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. J'ai d'abord vendu de petits accessoires technologiques en ligne. Des coques de téléphone, des câbles, des supports pour ordinateurs portables. Rien de glamour, juste des produits dont les gens avaient réellement besoin. J'ai passé 6 mois à étudier les fournisseurs, les modèles de tarification, la logistique d'expédition. J'ai fait des erreurs au début, perdu de l'argent, je les ai corrigées et j'ai continué. Chaque dollar que je gagnais, je le réinvestissais. Chaque soir après le travail, je travaillais à nouveau. Des journées de 18 heures sont devenues normales. Il n'y a eu ni applaudissements ni encouragement, juste des progrès. À la fin de ma première année, j'avais réalisé 45 000 $ de chiffre d'affaires. Pas de bénéfices, de chiffre d'affaires. 12 000 $ sont réellement restés sur mon compte après les dépenses. Ce n'était pas énorme, mais c'était réel. C'était à moi. Je n'ai pas fêté cela. J'ai réinvesti. Pendant que je construisais quelque chose de lent et de stable, Claire en était à sa 2e tentative d'entreprise. La première avait été un concept de boutique alimentaire. Mes parents lui ont donné 45 000 $ pour se lancer correctement. Elle a dépensé la majeure partie de cette somme dans l'image de marque, l'équipement et une installation tape à l'œil qui semblait impressionnante, mais qui n'avait aucune structure derrière elle. Elle n'a jamais cherché à obtenir de permis, n'a jamais étudié le marché, a choisi un emplacement terrible. 3 mois plus tard, cela s'est effondré. Le système est truqué, a dit ma mère. La ville rend la tâche impossible pour les petites entreprises, a ajouté mon père. Personne n'a demandé pourquoi d'autres entreprises dans le même quartier fonctionnaient toujours. L'idée suivante est venue plus vite. La crypto-monnaie. 30 000 $ cette fois. Claire a suivi des influenceurs, regardé des vidéos, parlé d'anticiper le marché. Elle a tout perdu en 6 semaines. Le marché est imprévisible, a dit mon père. Ce n'est pas de sa faute, a ajouté ma mère. À ce stade, j'avais arrêté de réagir, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais déjà comment l'histoire allait se dérouler. Claire échouerait.
Mes parents l'expliqueraient. Et d'une certaine manière, ce ne serait jamais sa responsabilité. Mon entreprise a continué de croître lentement, discrètement, de manière prévisible. À 21 ans, j'ai franchi les 180 000 $ de chiffre d'affaires annuel, et 65 000 $ de bénéfices. J'ai quitté mon emploi de jour et je m'y suis consacré à fond. C'est à ce moment-là que tout a basculé pour moi. Pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan pratique. Je ne survivais plus. Je construisais quelque chose de réel. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la maison. Elle n'était pas parfaite. Loin de là. 140 000 $ pour une maison à rénover dont la plupart des gens se détournaient. Un intérieur vieillot, des murs endommagés, de vieilles installations, une longue liste de problèmes qui effrayaient les acheteurs cherchant la facilité. Mais je n'avais pas besoin de facilité. J'avais besoin de possible. J'ai versé un acompte de 20%, soit 28 000 $ que j'avais économisé après des années de travail, de sacrifices et de refus de choses auxquelles la plupart des gens de mon âge ne réfléchissaient pas à deux fois. Ensuite, je me suis mis au travail. 4 mois de rénovation, de tutoriels YouTube, d'essais et d'erreurs, de longues journées couvertes de poussière et de peinture, à réparer des choses que je n'avais jamais touchées auparavant, à tout apprendre à la dure. Quand j'ai enfin emménagé, cela ne ressemblait pas à une maison de rêve, mais cela en avait l'air, parce que chaque centimètre de celle-ci avait été mérité. Mes parents sont venus la voir une fois, juste une fois. Mon père a traversé la pièce lentement, les mains dans les poches, scrutant tout comme s'il essayait de trouver quelque chose à critiquer. Ce doit être agréable, il a finalement dit. Avoir de la chance avec le bon moment. De la chance. C'était son explication. Pas les années de travail. Pas les nuits où je n'ai pas dormi. Pas les risques que j'avais pris quand je n'avais pas de plan de secours. Juste de la chance. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord, comme si cela réglait la question. Claire se tenait dans l'encadrement de la porte du salon, les bras croisés. « Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant ?» elle a demandé. Je n'ai pas répondu car il n'y avait rien que je puisse dire qui ne se transformerait pas en autre chose. Quelque chose de tordu. Quelque chose qui finirait toujours par faire de moi le problème. C'était 3 semaines avant le procès. 3 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour que mon succès passe de quelque chose qu'ils ignoraient à quelque chose auquel ils estimaient avoir droit. Je me suis assise dans mon salon cette nuit-là, les documents juridiques étalés sur la table devant moi. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie confuse. Je me suis sentie préparée parce qu'au fond de moi, j'avais toujours su que ce moment arriverait. Peut-être pas comme ça. Pas un procès, pas de manière aussi extrême. Mais j'avais toujours su qu'un jour, la différence entre moi et Claire ne serait pas simplement ignorée. Elle serait contestée. Et maintenant, elle l'était. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai cherché des avocats et j'ai arrêté de faire défiler la page dès que j'ai trouvé un nom. Blackwell & Associates. Leur critique était brutale de la meilleure façon possible. Ils ne font pas que gagner, disait l'une d'elles. Ils font regretter à l'autre partie d'avoir un jour déposé plainte. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro, j'ai laissé un message. Mes parents me poursuivent pour avoir mieux réussi que ma sœur, j'ai dit. Je veux me battre contre ça, et je veux qu'ils le regrettent. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 8 heures exactement. Anna Jower ? Une voix calme a dit, ici David Blackwell. Racontez-moi tout. Alors je l'ai fait. Tout. Les années, l'argent, le favoritisme, le procès. Quand j'ai terminé, il y a eu une brève pause. Et puis, c'est l'un des cas les plus infondés que j'ai vus en 20 ans, il a dit. J'ai laissé échapper un souffle. Donc, ils ne peuvent pas gagner ? Non, il a dit simplement. Ils n'ont aucun fondement juridique. Une autre pause. Mais laissez-moi vous demander quelque chose, il a ajouté. Voulez-vous juste gagner, ou voulez-vous marquer le coup ? Je n'ai pas hésité. Quel genre de coup ? Nous portons plainte en retour, il a dit. Abus de procédure, détresse émotionnelle, frais de justice. Nous rendons cela coûteux. Nous rendons cela douloureux. Nous nous assurons qu'ils n'essaieront plus jamais rien de tel. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Pendant des années, j'avais tout encaissé silencieusement.
Je m'étais adapté, j'avais avancé. J'avais laissé couler. Cette fois, je ne voulais pas laisser couler. Marquons le coup, j'ai dit. Il y a eu une petite pause. Puis j'ai pu l'entendre dans sa voix. De l'approbation. Bien, il a dit. Alors nous commençons aujourd'hui. Et pour la première fois depuis l'âge de 14 ans, je ne me contentais pas de survivre à ce que ma famille me faisait. J'attaquais en retour. Dès le moment où j'ai engagé Blackwell, tout a changé. Pas émotionnellement, stratégiquement. Pour la première fois, je ne réagissais pas à ma famille. Je me préparais à les affronter. Blackwell n'a pas perdu de temps. Documentation, il a dit. Tout ce que vous avez, revenus, dépenses, déclaration de revenus, communication. S'il invoque la fraude, nous les enterrons sous les faits. Alors je l'ai fait. Cette année de dossier, chaque emploi que j'avais occupé, chaque dollar que j'avais gagné, chaque document d'entreprise, relevé bancaire, reçu, contrat. Mais ce n'était pas la partie qui frappait le plus fort. C'était le schéma. Une fois que j'ai tout étalé côte à côte, le contraste est devenu impossible à ignorer. Claire, plus de 100 000 $ de mes parents pour des entreprises ratées, plus le soutien universitaire. Moi, zéro, pas même une petite aide, pas même un filet de sécurité, juste des attentes. J'ai construit une chronologie complète, 47 pages, froide, propre, indéniable. Quand je l'ai envoyé à Blackwell, il m'a appelé dans les 10 minutes. C'est parfait, il a dit. Cela ne fait pas que vous défendre. Cela les détruit. Tant mieux, j'ai répondu. Et je le pensais. 2 semaines plus tard, la plainte en retour a été déposée. J'étais chez moi en train d'emballer des commandes quand mon téléphone a sonné. Ils ont été assignés, a dit Blackwell. Il y a environ 1 heure. J'ai fait une pause. Comment ils l'ont pris? Votre mère a appelé mon bureau en hurlant, il a dit calmement. Votre père a exigé de me parler. J'ai refusé. J'ai laissé échapper un lent soupir. Que va-t-il se passer maintenant? La phase de communication des pièces, il a dit. Nous posons des questions sous serment. Nous les obligeons à prouver leurs allégations. Et ils ne peuvent pas. Non, il a dit. Ils ne peuvent pas. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. 17 appels manqués. 12 de ma mère, 3 de mon père, 2 de Claire. J'ai écouté un seul message vocal. Justin. Anna, comment tu as pu nous faire ça, pleurait ma mère. Nous sommes tes parents. Tu attaques ta propre famille. C'est de la maltraitance. J'ai supprimé le reste. Parce que pour la première fois, j'ai compris quelque chose clairement. Ils ne voulaient pas de résolution. Ils voulaient reprendre le contrôle et je n'allais pas le leur donner. Claire m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Tu es répugnante. J'espère que tu es heureuse de détruire cette famille. J. Elle est bloquée. Papa a envoyé un message ensuite. Ceci est allé trop loin. Laisse tomber ta demande conventionnelle et nous laisserons tomber la nôtre. Soyons des adultes. J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai répondu. Vous m'avez poursuivi en premier. Je vais jusqu'au bout. Pas de réponse. Le lendemain, Marcus est passé avec de la pizza et de la bière. Ta famille devient folle en ligne, il a dit en sortant son téléphone. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'ai répondu. Je sais. C'est pour ça que je te le montre. Ma mère avait publié un long message, au ton émotionnel, soigneusement rédigé pour la faire passer pour la victime. Le cœur brisé ne commence même pas à décrire ce que nous ressentons. Nous avons essayé de guider notre fille. Elle a choisi l'argent au lieu de la famille. Des centaines de commentaires, certains d'un grand soutien, d'autres non. Marcus a fait défiler la page. Regarde ça. Un commentaire sortait du lot. Tante Rachel. N'avez-vous pas financé les entreprises et les études de Claire? Qu'est-ce qu'Anna a reçu? Pas de réponse de ma mère. Un autre. Oncle Jim. Donc, vous avez tout donné à une fille et maintenant vous poursuivez l'autre parce qu'elle a réussi? Également ignoré. Claire avait publié aussi. Plus court, plus agressif.
Ma sœur poursuit nos parents parce qu'ils lui ont demandé de m'aider. J'ai fait des erreurs, bien sûr, mais la famille se soutient mutuellement. C'est ce que fait l'avidité. Les commentaires étaient partagés. Certains la défendaient, d'autres posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Combien d'argent vos parents vous ont-ils donné? Pourquoi votre sœur vous doit-elle quoi que ce soit? Qu'a-t-elle fait de mal exactement? Claire n'a répondu à aucun d'eux. Ils essaient de contrôler le récit, a dit Marcus. Ils le font toujours, j'ai répondu. Mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu, j'ai répondu. Anna, c'est tante Rachel. Sa voix était calme. Différente. J'ai vu la publication de ta mère, elle a dit. Je voulais entendre ta version, alors je lui ai raconté. Tout, le procès, l'argent, les années de déséquilibre. Le silence de son côté s'est prolongé cette fois. Puis, je suis tellement désolé, elle a dit doucement. Je savais qu'il favorisait Claire, mais pas à ce point. La plupart des gens l'ignoraient, j'ai dit. Pour ce que ça vaut, elle a ajouté. Je suis de ton côté et j'ai dit ça à ta mère. J'ai fermé les yeux pendant une seconde. Merci. Après l'appel, Marcus m'a regardé. Tu as des gens qui te soutiennent. Quelques-uns, j'ai dit. Assez, il a répondu. 3 semaines plus tard, la phase suivante a commencé. Les dépositions. Blackwell m'a appelé la veille au soir. Demain, nous interrogeons vos parents sous serment, il a dit. Restez calme. Ne réagissez pas, laissez-moi gérer la situation. Je le ferai, j'ai dit. Le lendemain matin, nous étions assis dans une salle de conférence, mes parents de l'autre côté de la table, leur avocat à côté d'eux. Pour la première fois, ils n'avaient pas l'air confiants. Ils avaient l'air mal à l'aise. Le greffier du tribunal leur a fait prêter serment. Et puis Blackwell a commencé. Des questions simples, des réponses claires. Combien d'argent avez-vous donné à Claire pour ses entreprises? Pause. Environ 100 000. Combien avez-vous donné à Anna? Silence. 0. Combien avez-vous contribué à l'éducation de Claire? Une autre pause. Plus de 200 000 en incluant les prêts. Et Anna? 0. Blackwell a légèrement hoché la tête. Pouvez-vous fournir des preuves qu'Anna a saboté les entreprises de Claire? Ma mère a hésité. Elle a refusé d'aider. Est-elle légalement obligée d'aider? Silence. Claire a-t-elle déjà aidé Anna? Pas de réponse. Avez-vous une preuve quelconque de sabotage? Et Claire nous l'a dit. Blackwell s'est légèrement adossé. Donc, tout votre dossier est basé sur l'opinion de votre autre fille. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Oui. À la fin, tout s'était effondré. Sous serment, sans aucun moyen de revenir en arrière. Quand le tour de mon père est venu, c'était pire. Plus de colère, les mêmes faits, aucune défense. Quand ils ont quitté la pièce, ils n'avaient plus l'air d'avoir un dossier. Ils avaient l'air d'avoir commis une erreur qu'ils ne pouvaient pas réparer. Blackwell s'est tourné vers moi. Ça, il a dit calmement, c'est à ça que ressemble la victoire avant le procès. Et pour la première fois, je l'ai cru. La semaine suivante, nous avons recueilli la déposition de Claire. Si le témoignage de mes parents avait fissuré leur dossier, celui de Claire l'a détruit. Elle est entrée en retard, portant quelque chose qui essayait trop d'avoir l'air professionnel, comme si la confiance pouvait être simulée avec la bonne tenue. Son expression était déjà sur la défensive avant même que Blackwell ne pose une seule question, ce qui m'a tout dit. Blackwell a commencé simplement. Parlons de votre première entreprise, le concept alimentaire. Pourquoi a-t-elle échoué? Claire s'est penchée en avant, se lançant immédiatement dans un discours. Les réglementations, elle a dit. Les permis. Le système est conçu pour écraser les petits entrepreneurs. Blackwell a hoché la tête une fois. Avez-vous fait des recherches sur ces réglementations avant de commencer? Pause. Je savais qu'il y aurait des défis. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, il a dit calmement. Est-ce que vous avez fait des recherches sur celle-ci? Oui ou non? Non. Est-ce que vous aviez un plan d'affaires? J'avais une vision. Ce n'est pas un plan d'affaires.
Il a fait glisser un document sur la table. 17 entreprises alimentaires ont fonctionné avec succès dans votre région pendant cette même période. Elles ont fait face aux mêmes réglementations. Pourquoi ont-elles réussi? Et pas vous. La mâchoire de Claire s'est contractée. Elles avaient probablement plus de ressources. Vous aviez 45 000 $ en capital de départ, a dit Blackwell. Plus que la plupart. Silence. Passons à la suite. La crypto-monnaie. 30 000 $. Perdu en 6 semaines. Votre stratégie, a demandé Blackwell. J'ai suivi les tendances du marché, elle a dit rapidement. Les experts en ligne. Avez-vous vérifié les qualifications de ces experts? Ils avaient des millions de vues. Une pause. Même la greffière a eu l'air de retenir une réaction. Les vues ne sont pas des qualifications, a dit Blackwell. Claire a bougé sur son siège. Ensuite, il a continué en tournant une page. L'entreprise de conseil. 25 000 $. Loyer de bureau, image de marque, marketing. Claire s'est légèrement redressée. Comme si celle-ci avait plus d'importance. Je construisais des fondations. Avec aucun client, il a demandé. Cela prend du temps. Vous avez fermé au bout de 4 mois. Silence à nouveau. Puis il a posé la question vers laquelle tout menait. Mademoiselle Ware, vous prétendez que votre sœur a saboté votre succès. Comment? Elle a refusé de m'aider, a dit Claire immédiatement. Avez-vous demandé de l'aide? J'ai parlé de mes idées. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit Blackwell. Est-ce que vous lui avez explicitement demandé de l'aide? Oui ou non? Claire a hésité. Non. Donc, votre sœur vous a saboté en ne proposant pas une aide que vous n'avez jamais demandée. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne, elle a rétorqué. La famille devrait aider sans qu'on le lui demande. Blackwell n'a pas réagi. Avez-vous aidé votre sœur avec son entreprise? Silence. Avez-vous proposé votre aide? Rien. Avez-vous seulement posé des questions sur son entreprise? Claire a baissé les yeux. Je ne m'en souviens pas. Parce que vous ne l'avez pas fait, il a dit. Son visage a rougi. Elle a eu des avantages, a marmonné Claire. Blackwell a fait une pause. Comme quoi? Elle est plus intelligente, a dit Claire, la frustration s'insinuant dans sa voix. Elle a toujours mieux réussi à l'école. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Donc votre argument, a dit Blackwell lentement, est que votre sœur a eu un avantage injuste parce qu'elle a travaillé plus dur et a eu de meilleurs résultats scolaires? Ce n'est pas ce que je... Elle a cumulé 3 emplois à l'université, il a continué. Pas vous. Elle a construit une entreprise à partir de zéro. Vous avez reçu plus de 100 000 $ de financement. Quelle partie de cela a été plus facile pour elle? Claire s'est légèrement reculée de la table. Vous déformez les choses. Non, il a dit calmement. Je les clarifie. Puis il a posé la dernière question. Dans votre plainte, vous réclamez que la maison de votre sœur vous soit transférée. Pourquoi? Claire n'a pas hésité cette fois. Parce qu'elle le croyait. Parce qu'elle aurait dû être à moi, elle a dit. La pièce est devenue complètement silencieuse. Blackwell s'est légèrement penché en avant. Pourquoi est-ce qu'elle aurait dû être à vous? Parce que je suis l'aîné, elle a dit, la voix montant. Je suis censé avoir la vie qu'elle a. C'était censé être à moi. C'était là. Pas de stratégie, pas de preuve, pas même de justification. Juste un sentiment de droit, pur, non filtré, sans complexe. Blackwell a fermé son dossier. Merci, il a dit calmement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Claire s'est levée immédiatement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Et, c'est ridicule, elle a lancé. Vous êtes tous contre moi. Son avocat n'a même pas essayé de l'arrêter cette fois. Elle est sortie. Et juste comme ça, l'affaire était terminée. Pas officiellement. Pas encore. Mais en réalité, il ne leur restait plus rien sur quoi s'appuyer. Après son départ, Blackwell m'a regardé. Ça, il a dit, presque impressionné. C'était un cadeau. En quoi, j'ai demandé.
Elle vient d'admettre sous serment qu'elle estime avoir droit à votre vie simplement parce qu'elle est plus âgée, il a dit. Aucun juge ne se rangera de ce côté. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il s'est adossé à sa chaise. Maintenant, nous attendons. Il a fait une pause. Mais honnêtement, je ne pense pas que cela ira jusqu'au procès. Pourquoi? Parce que leur avocat sait qu'ils ont déjà perdu. 3 jours plus tard, il a eu raison. 3 jours après la déposition de Claire, Blackwell m'a appelé. Ils veulent trouver un arrangement, il a dit. Je me suis adossé à ma chaise, sachant déjà ce que cela signifiait. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils retirent leur plainte, il a dit. Nous retirons la nôtre. On repart à zéro. Je n'y ai même pas réfléchi. Non. Il y a eu une brève pause. C'est agressif, il a dit. Ils m'ont poursuivi, j'ai répondu. Ils ont essayé de prendre ma maison. Je veux un jugement. Une autre pause ensuite. Très bien, il a dit. Je vais les en informer. Le changement a été immédiat. Le désespoir. Mes parents ont recommencé à appeler. À envoyer des messages, des courriels, des messages vocaux qui oscillaient follement entre la culpabilité et l'urgence. Cela déchire la famille. Pense à ce que tu fais. Nous pouvons arranger ça. Non, ils ne le pouvaient pas. Plus maintenant. Blackwell m'a tenu au courant. Il propose de payer vos frais de justice maintenant, il a dit quelques jours plus tard. Le montant total. Combien? Environ 18 000 $. Non, j'ai dit à nouveau. Vous êtes sûr? Je ne veux pas de leur argent, j'ai dit. Je veux que ce soit consigné dans le dossier. C'était la différence. Ce n'était pas une question de compensation. C'était une question de vérité. Le procès a été fixé 4 semaines plus tard. 4 semaines de pression. 4 semaines de silence. 4 semaines pour réaliser jusqu'où ils iraient pour éviter de faire face à ce qu'ils avaient fait. Marcus est passé 2 jours avant le procès. Tu es sûr de ça? Il a demandé. C'est ta famille. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils m'ont poursuivi en justice, j'ai dit. Et si ça les ruine, il a insisté. Financièrement, socialement? Je l'ai regardé. Ils ont pris cette décision quand ils ont déposé plainte. Il n'a plus argumenté après cela. Le jour du procès est arrivé vite. J'ai porté un tailleur bleu marine que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, pas pour impressionner qui que ce soit. Pour me rappeler qui j'étais en entrant, pas la fille qu'ils avaient élevée, mais la femme que j'étais devenue sans eux. Le palais de justice semblait plus lourd que je ne l'attendais. Des sols en marbre, des échos dans le couloir, tout était plus bruyant que nécessaire. Blackwell m'a retrouvé à l'extérieur de la salle d'audience. Prête? Il a demandé. Oui. Restez calme. Laissez-moi parler. J'ai hoché la tête. Nous sommes entrés. Mes parents étaient déjà là. Ils semblaient différents, plus petits. Pas physiquement, émotionnellement. Ma mère a refusé de croiser mon regard. Mon père avait l'air en colère, mais cela semblait forcé. Claire était assise derrière eux, les bras croisés, me fixant comme si j'étais toujours quelque chose qu'elle pouvait prendre. La juge est entrée. La juge Hernandez. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai examiné les dépositions, elle a dit en regardant directement l'avocat de mes parents. Cette affaire soulève des inquiétudes immédiates. Leur avocat a bougé sur son siège. Votre honneur, les plaignants croient. Je ne demande pas ce qu'ils croient, elle l'a interrompu. Je demande quelles preuves ils ont. Silence. Elle a continué. Les plaignants ont donné à une fille plus de 300 000 $ de soutien. Ils n'ont rien donné à l'autre. Cette fille a réussi de manière indépendante. Maintenant, ils la poursuivent en justice pour cette réussite. Ses yeux se sont posés sur mes parents. Est-ce exact? Personne n'a répondu. Parce qu'ils ne le pouvaient pas. Blackwell s'est levé. Votre honneur, nous demandons le rejet et réclamons un jugement sur notre demande conventionnelle. La juge a légèrement hoché la tête. Accordé. Juste comme ça. Pas de long argument. Pas de processus interminable.
Terminé. Elle a continué à parler, son ton maintenant tranchant. Ce procès n'a aucun fondement juridique. C'est une utilisation abusive du système judiciaire. Il n'aurait jamais dû être intenté. Ma mère a essayé de se lever. Votre honneur, nous voulions juste. Asseyez-vous, a dit fermement la juge. Silence. Puis est venue la partie qui comptait. Le tribunal ordonne au plaignant de payer les frais de justice de la défenderesse pour un montant de 18 400 $. Ma mère a inspiré brusquement. De plus, a poursuivi la juge, une sanction de 5 000 $ sera imposée pour le dépôt d'une plainte abusive. La tête de mon père est tombée. Claire a fixé le sol. Et ce jugement, a ajouté la juge, sera inscrit au registre public. C'était la véritable conséquence. Pas l'argent. Le registre, permanent, indéniable. Vous n'êtes pas puni pour avoir aimé votre fille, a dit calmement la juge. Vous êtes puni pour avoir tenté de prendre à une autre. La séance est levée. Le coup de maillet a retenti et juste comme ça, c'était fini. Claire s'est levée la première. C'est une blague, elle a lancé. Elle m'a saboté. Sortez, a dit froidement la juge. Claire est sortie en trombe. Mes parents n'ont pas bougé pendant un moment. Puis lentement ils se sont levés, sans me regarder. Sans rien dire, ils sont simplement partis. Je ne les ai pas suivis. Je n'ai pas dit un mot parce qu'il n'y avait plus rien à dire. À l'extérieur, Blackwell m'a serré la main. C'était décisif, il a dit. Comment tu te sens, a demandé Marcus quand il m'a rejointe dans le couloir. J'y ai réfléchi. Tout, les années, la pression, le moment où tout s'est brisé. Libre, j'ai dit. Et pour la première fois, je le pensais. Les retombées sont arrivées vite. Plus vite que je ne l'espérais. Le soir même, Claire a publié un message. Le système est brisé. Ma sœur a utilisé l'argent et des avocats pour détruire notre famille. Voilà à quoi ressemble l'avidité. Les commentaires n'étaient pas ce qu'elle attendait. N'est-ce pas toi qui l'as poursuivi en premier? Tu as perdu parce que tu n'avais pas de dossier. Prends peut-être tes responsabilités. La publication avait disparu en moins d'1 heure. Ma mère a essayé ensuite. Plus long, plus émotionnel. Nous avons perdu au tribunal aujourd'hui, non pas parce que nous avions tort, mais parce que le système favorise ceux qui ont de l'argent. Nous voulions seulement enseigner les valeurs familiales à notre fille. Celle-là a duré encore moins longtemps. Les gens n'y croyaient plus parce que pour la première fois, la vérité était publique et ils ne pouvaient pas la réécrire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Rachel. Tes parents ont des problèmes, elle a dit. De quel genre? Ils ont refinancé leur maison 2 fois pour financer Claire. Entre ça et le jugement, ils sont sur le point de tout perdre. Je me suis adossé à ma chaise. Ce n'est pas mon problème. Je sais, elle a dit doucement. Tiens-toi juste prête. Ils pourraient essayer de revenir vers toi. Ils l'ont fait, mais pas de la manière que j'attendais. 1 semaine plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Claire se tenait là. Elle avait l'air différente, pas soignée, pas confiante, juste fatiguée. Nous devons parler, elle a dit. Non, j'ai répondu. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle comme si elle voyait la maison pour la première fois. Que veux-tu, j'ai demandé. Elle ne s'est pas assise. J'ai besoin d'aide, elle a dit. J'ai failli rire. Bien sûr. Je suis sérieuse, elle a ajouté rapidement. Maman et papa ont des difficultés. Nous pourrions perdre la maison. Je vis dans ma voiture la moitié du temps. J'ai croisé les bras. Et j'ai besoin d'argent. C'était là. Toujours la même chose, un ton différent, la même attente. Tu m'as poursuivi en justice, j'ai dit calmement. Tu as essayé de me prendre cette maison. J'étais en colère, elle a dit. Tu te sentais tout permis, j'ai corrigé. Elle a tressailli. J'ai fait des erreurs, elle a dit. Tu as fait des choix, j'ai répondu. Le silence a rempli la pièce. Tu ne vas vraiment pas aider, elle a finalement demandé.
Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et pour la première fois, je n'ai pas vu ma sœur. J'ai vu quelqu'un qui avait passé toute sa vie à éviter les conséquences. Et maintenant, elle n'avait plus de moyen d'y échapper. Non, j'ai dit. Son visage s'est légèrement durci. Donc c'est tout. Tu vas juste nous laisser tout perdre. Tu as déjà fait ça, j'ai dit. Je ne t'en ai juste pas empêché. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, puis s'est retournée et est sortie. J'ai fermé la porte derrière elle et j'ai attendu de la culpabilité, du doute, quelque chose. Rien n'est venu, juste du calme. 2 mois plus tard, ils ont déclaré faillite, ont perdu la maison, ont emménagé dans un petit appartement. Tous les trois, la même famille qui décidait autrefois de ce que je devais sacrifier, faisait maintenant face à ce qu'elle avait créé. J'ai eu des nouvelles par tante Rachel. Certains proches m'ont blâmé. Ils ont dit que j'étais froide. Ils ont dit que la famille devrait se serrer les coudes. D'autres ne l'ont pas fait. Ils ont dit que c'était inévitable. Ils ont dit que cela aurait dû arriver depuis longtemps. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Parce que pour la première fois, leurs opinions ne me définissaient pas. J'ai continué à construire. Mon entreprise a atteint 250 000 $ de chiffre d'affaires, puis plus. J'ai embauché mon premier employé, je me suis développé, j'ai avancé, et quelque part en cours de route, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Daniel. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage. Il construisait sa propre entreprise. Intelligent, ancré, le genre de personne qui n'avait besoin de rien prouver à personne. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai tout raconté. Ils t'ont poursuivi en justice, il a demandé, stupéfait. Ouais, en gros pour avoir réussi. Il a secoué la tête lentement. Ce n'est pas normal. Je sais. Tu leur parles? Non. Il a hoché la tête une fois. Bien. Pas de jugement, pas de pression, juste de la compréhension. C'était nouveau. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de mon père. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. Nous avions tort. C'était la première ligne. Pas d'excuses, pas de justification, juste tort. Il a écrit sur tout. Le favoritisme, les décisions, le procès, comment ils avaient confondu soutien et contrôle, comment ils m'en avaient voulu d'avoir réussi sans eux, comment ils l'avaient enfin vu. Je n'attends pas de pardon, il a écrit. Je veux juste que tu saches que tu avais raison. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié et rangé. Non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que cela ne réparait rien. Pas encore. 2 ans plus tard, j'ai revu Claire par hasard dans un café. Elle avait l'air plus mince, plus silencieuse, travaillant dans la vente au détail. Plus de confiance, plus d'illusion, juste la réalité. Elle s'est approchée lentement. Je ne suis pas là pour de l'argent, elle a dit immédiatement. J'ai failli sourire. Du progrès. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais tort, elle a continué, surtout. Je pensais que tu m'avais pris quelque chose, mais je n'ai jamais rien construit pour commencer. Cela a fait mouche parce que c'était la première chose honnête qu'elle n'ait jamais dite. Je suis en thérapie, elle a ajouté. Je travaille, j'apprends, je recommence. Je l'ai étudié. Ce n'était pas la même personne, ou du moins pas le même état d'esprit. J'apprécie les excuses, j'ai dit. Elle a hoché la tête. Je n'attends rien d'autre. Elle s'est levée, est partie, et cette fois elle n'a rien demandé. Cela comptait beaucoup. Ce soir-là, Daniel m'a demandé comment je me sentais. Je ne sais pas, j'ai admis. Peut-être un jour. Il a hoché la tête. Il y a une différence entre le pardon et l'accès, il a dit. Ouais, j'ai dit. Je commence à comprendre ça. 1 an plus tard, mon entreprise a franchi le demi-million. Daniel a emménagé. Nous avons construit quelque chose de stable, de sain, de réel. Et une nuit, debout dans la maison que j'avais achetée, rénovée et protégée, j'ai réalisé quelque chose. Le procès n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question d'identité. Ils pensaient que ma vie leur appartenait. Et quand j'ai prouvé que ce n'était pas le cas, ils ont essayé de la prendre de toute façon.
Mais au final, ils n'ont pas perdu parce que j'ai attaqué en retour. Ils ont perdu parce que j'ai arrêté de leur donner le contrôle. Et ça, c'était quelque chose qu'aucun tribunal ne pourrait jamais rendre.